Orbit around your light, damn, I miss your warmth at night. How do you stay so bright, so eternally fine? Can't look into your eyes, if I did then I would be blind. You are my sunshine, wisdom on my mind. You're so far from me, but I still feel your energy flowing through me so rapidly. Genuine love, girl, it has to be. How do you stay so bright, stay so bright? How do you stay so bright? How do you stay so bright? Amingizile, bayaya amingizile. Amingizile, bayaya amingizile. Ngeumkwata, waiza, wasisameno. Kala ingangu, mweba nipesakane. Don't get it twisted, it's Puff T on the beat. To the right,
Eh bien, vous voyez que le Sénat a encore de beaux jours devant lui, mais pas comme Densflor, je vous rassure. Voilà. Madame, Sire, Vos Altesses Royales, meneer de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Monsieur le Premier ministre, Vos Excellences, Dames en heren, in uw ambten en hoedanigheid, chers collègues, chers collègues, permettez-moi de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue au Sénat. Aujourd'hui est un jour à haute valeur symbolique, tant pour nos concitoyens que pour les équilibres au sein de notre État. Le 15 novembre marque la fête du roi, et c'est avec fierté que nous la célébrons pour la 16e fois au Parlement fédéral et pour la première fois dans sa totalité dans notre hémicycle du Sénat. J'en suis très honorée, car j'estime primordial d'y associer non seulement le Parlement fédéral, mais par le biais du Sénat, de façon plus affirmée que par le passé peut-être, les assemblées qui représentent les régions et les communautés, les assemblées qui font la diversité et donc la richesse de notre pays. De dansgroep Let's Go Urban Academy heeft zo pas gezorgd voor een frisse, eigentijdse opening van ons evenement. Deze prestatie toont hoe we de uitdaging van de globalisering willen aangaan. Met een dynamische, open visie en in een resoluut, constructieve benadering. Ik wil deze jongeren en de bezielers van hun wervenproject, in het bijzonder mevrouw Siam El-Kawakibi, daar van harte voor bedanken en feliciteren voor het indrukwekkend resultaat. Ze verdienen een daverend applaus. Mesdames et messieurs, même si le XXIe siècle n'a encore que 16 ans, l'âge de l'adolescence, d'aucuns l'ont déjà baptisé le siècle de la globalisation. On aurait pu croire que ce siècle serait celui de l'abolition des murs. Certaines frontières, le mur de Berlin ou même la Grande Muraille de Chine, sont aujourd'hui des témoignages du passé. Enfin, le croit-on. Jadis, ces murs ont été érigés pour séparer des pays et des peuples, lever des droits de passage, repousser les influences étrangères et surtout repousser les idées nouvelles. Hélas, l'actualité récente le démontre. Le danger du repli sur soi est à nos portes. Des projets de murs, même pour la bagatelle de 26 milliards de dollars, ou la réapparition de clôtures aux frontières de certains pays, voient malheureusement le jour. Globalisering dringt in ons dagelijks leven binnen, zoals water in een spons. Vaak gebeurt dat geleidelijk en geruisloos. In onze supermarkten lijken de rekken met ingrediënten uit de wereldkeuken elke maand aan te groeien. In de stad Brussel leven vandaag 163 nationaliteiten, misschien morgen al meer. Het woord allochtoon, zo misschien langzaam uit onze woordenschap verdwijnen bij gebrek aan maatschappelijke relevantie. Il arrive que la globalisation fasse aussi irruption dans notre vie de manière brutale. Nous en faisons la douloureuse expérience lorsque nous voyons Caterpillar détruire la vie de milliers de familles dans la région de Charleroi, ou lorsque nous voyons l'inquiétude voiler les regards des travailleurs d'ING. Dan leren we hoe de uitbraak van het ebola-virus in Guinea of het Zika-virus in Brazilië ook aan ziekenhuizen in de baan houdt. Dan vernemen we verbijsterd hoe meer dan 1000 arbeiders, mannen en vrouwen, omkomen bij de instorting van een textielfabriek in Bangladesh. La globalisation, nous le voyons, a 1000 visages. Le magazine Forbes en compte à tout le moins 3. The good, the bad and the ugly. Mais le débat, mesdames et messieurs, pour ou contre la globalisation, est un non-débat. Parce que la globalisation
fait partie de notre quotidien et qu'il en sera toujours ainsi. Il ne s'agit pas d'un produit du XXIe siècle. La globalisation a débuté il y a quelques 150 000 ans, lorsqu'est né, d'une manière ou d'une autre, le commerce. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a un jour déclaré qu'il était aussi difficile d'échapper à la globalisation qu'à la pesanteur. Et encore, celui qui parvient à quitter la Terre et à pénétrer dans l'espace n'échappera pas pour autant à la globalisation. La première chose qu'il rencontrera sera la Station spatiale internationale, un projet porté par 27 pays. Zodra personen, goederen en diensten die vrijheid aangrijpen om de landsgrenzen over te steken, start de globalisering. Maar sedert enkele decennia neemt de globalisering nieuwe vormen aan. In de jaren 19 van de vorige eeuw schakelde de globalisering een versnelling hoger. Bijna gelijktijdig groeiden China en de landen van het voormalige Oostblok de staatseconomie in voor de vrijhandel. Daarmee werd de vrijmarkteconomie werkelijk wereldomvattend, global dus. Et dans ces mêmes années, un autre facteur a joué un rôle de catalyseur de la globalisation, l'Internet bien sûr. L'une de ses principales applications s'appelait d'ailleurs World Wide Web, évidemment la toile mondiale, ce qui en dit long sur les ambitions illimitées qu'Internet nourrissait dès cette époque, dès ce moment. 20 ans se sont écoulés et on peut dire que l'Internet, lui, a tenu ses promesses. Dans les secteurs de l'information, de la communication, du divertissement et du commerce numérique, les frontières nationales sont aujourd'hui abolies. Bill Gates l'a d'ailleurs qualifié de grande place du village global. La globalisation s'étend à un nombre considérable de secteurs et évolue à un rythme sans précédent, à un rythme exponentiel. Elle favorise la diffusion de l'information et de la culture. Elle devrait permettre en tout cas une meilleure connaissance de l'autre. On ne le dit pas assez souvent, comme si le sujet était tabou. La globalisation aussi est à l'origine de l'amélioration du niveau de vie de millions de personnes. Selon les chiffres de la Banque mondiale, la pauvreté a reculé dans le monde. Le nombre de personnes vivant sous le seuil d'extrême pauvreté, 1,90$ par jour, a diminué d'1 milliard en 30 ans, passant de 2 milliards à 900 millions en 2012. Nous sommes bien d'accord, l'idéal n'est évidemment pas encore atteint et la pauvreté est bien trop présente, bien trop prégnante, mais il fallait le citer tout de même. Alors, on peut dire que, sans doute, la globalisation n'a jamais suscité autant de méfiance que maintenant, quand ce n'est pas de l'hostilité. Est-ce la réalité? La globalisation, comme je l'ai dit, a toujours existé, au même titre que le protectionnisme et même l'isolationnisme. Les droits de douane sont aussi vieux que le commerce lui-même. Il y a quelques siècles, la France a traversé une ère de repli avec la doctrine mercantiliste de Colbert. La Chine et le Japon ont fait de même face à l'émergence du colonialisme occidental. L'isolationnisme, je l'ai dit, est un courant qui est omniprésent dans la politique extérieure des États-Unis. La Grande-Bretagne elle-même a connu aussi, dans son histoire, une période de splendid isolement. Het zijn wellicht niet toevallig vooral grote landen die zich zo poogden af te zonderen. Kleinere landen kunnen zich dat niet veroorloven, tenzij ze bereid zijn een hoge prijs te betalen. Denk maar aan Albanië onder het communistische regime of het huidige Noord-Korea. Ontwikkelingseconomen hebben een top 3 aangeleerd van landen die het meest consistent hebben geopteerd voor openheid en vrijhandel. Het zijn Zwitserland, Nederland en België. Ook vandaag nog scoort België bijzonder hoog op de meest toonaangevende index van geglobaliseerde landen. België staat derde na Nederland en Irlande. Chez nous, bien sûr,
la globalisation a aussi ses détracteurs. Elle donne en effet à certains la désagréable impression que leur vie privée et professionnelle échappe à leur contrôle. Je me permets de vous renvoyer à cet égard, charité bien ordonnée, au formidable colloque que nous avons tenu dans cet hémicycle même le mois dernier et qui a abordé ces questions dans la plus grande transparence, dans la plus grande ouverture intellectuelle. Ceci induit aussi l'idée que les grands centres de décision ont quitté le pays pour des destinations inconnues. Les réticences que certains éprouvent face à la libre circulation des personnes, des biens et des services ont certainement contribué à fournir un terreau favorable au Brexit. Nous ne supputerons pas sur les motivations de l'électeur parce que c'est un exercice hasardeux. Mais le mécontentement suscité par la globalisation ne serait-il pas l'une des raisons pour lesquelles une majorité des électeurs britanniques s'est détournée de l'Union européenne? Pour relever le défi de la globalisation, l'Union européenne ne constitue pas un handicap, mais au contraire un atout. La voix d'une Europe unifiée pèse davantage dans le débat sur la régulation internationale du commerce que les voix éparses du morcellement. L'Europe n'est pas une partie du problème de la globalisation, mais une partie de la solution. Pour autant qu'elle balaye devant sa porte, qu'elle règle ses difficultés, notamment celle du dumping social, pour autant que l'Europe agisse, pour autant que l'Europe réalise ses perspectives. L'Union européenne ne se résume pas à un projet économique, elle est aussi et surtout un projet politique. On peut débattre à l'infini du contenu précis de ce projet, parce que tout projet politique, qu'il soit européen, national ou régional, est évidemment source de débat. Le projet européen est en tout cas un projet de paix, et nul ne contestera que l'Europe est une réussite à cet égard. À elle aujourd'hui de continuer sur son chemin, de constituer, pourquoi pas, une véritable défense européenne, et pourquoi pas aussi un service de renseignement, faut-il l'appeler CIA européenne. L'Union européenne, c'est surtout, et je veux le rappeler, 3 millions d'étudiants qui ont bénéficié du programme d'échange Erasmus. Ce sont nos enfants qui, par là même, se connaissent mieux de la Laponie au Péloponnèse. Ce sont nos enfants qui ont tellement goûté à ce vent de la liberté. Tout le monde en conviendra. La globalisation doit être encadrée, sinon on se rend vulnérable. Si une société ouverte peut bénéficier de dynamiques enclenchées par d'autres, elle risque aussi de subir le contre-coup d'échecs essuyé par ceux-ci. La crise financière a éclaté sur le marché du crédit hypothécaire américain, mais ces ondes de choc ont ébranlé nos établissements. Des guerres sèment la mort et la destruction au Proche-Orient et en Afrique centrale, mais les réfugiés de guerre affluent aussi à nos portes. Certains pays sont peu soucieux de la protection sociale, avec pour conséquence des entreprises qui ferment leurs portes chez nous et délocalisent. Blinde globalisering leidt tot een genadeloos rat race tussen handelsblokken, landen en volkeren. Blinde globalisering leidt tot een race to the bottom. Een spiraal waarbij landen bereid zijn om zwaar in te leveren op belastinginkomsten en sociale bescherming om een zo groot mogelijk marktaandeel te verwerven. Een spiraal waarbij slechts enkele winnaars zijn te midden van talloze verliezers. Ce n'est pas de cette globalisation-là que nous voulons. Cette globalisation ne peut se faire aux dépens de notre protection sociale, car le libre-échange est un fondement de notre société, la solidarité et la justice le sont aussi. Il n'est nullement utopique de défendre ce point de vue. Des économistes soutiennent depuis des années que la globalisation et la sécurité sociale ne sont pas antinomiques, qu'il est possible de conserver un système de sécurité sociale performant tout en étant compétitif. Et c'est un des grands défis de notre génération, à savoir canaliser au mieux la globalisation sur le plan international et garantir la compétitivité au niveau national sans compromettre les services rendus par l'État. De globalisering is om te blijven. Voor een klein en open land zoals België is zij terzelfde tijd een zegen en ook een risico. Maar de vrees
voor het onbekende maakt de overhand, niet de overhand nemen. Zij maakt niet ertoe leiden dat de grondslagen van onze samenleving, die zo'n vruchtbaar bodem zijn gebleken voor onze welvaart en ons welzijn, onder vuur worden genomen. Madame, Sire, Altesse Royale, Mesdames et Messieurs, Dames et Heren, avant de donner la parole à Monsieur Cardon qui vous commentera la suite de notre cérémonie et vous présentera les différents états talentueux, permettez-moi déjà de leur adresser mes plus vifs remerciements. On m'annonce un monsieur Duprier qui nous donnera les nouvelles tendances alimentaires. Nourrir l'humanité est un défi, qui nous parlera des vertus du grillon et des insectes. Je vous avoue que j'ai un peu de mal et qu'il devra vraiment me persuader et me convaincre que c'est meilleur que le boulet à la liégeoise. Und Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit auch nützen, unsere Landsleute der deutschsprachigen Gemeinschaft im Namen des Senats einen exzellenten Feiertag zu wünschen. Je profite donc de l'occasion de souhaiter à nos amis germanophones un excellent jour de fête parce que eux aussi le méritent bien. Je vous remercie. Wij verlenen nu graag het woord aan de eerste 4 sprekers, die ieder vanuit hun invalshoek zullen getuigen over de impact van de globalisering op hun leven en hun werk. Tout d'abord, comme la présidente l'a dit, la parole sera prise par Raphaël Duprier, qui nous parlera de la promotion du grillon en tant qu'aliment. Vervolgens zal Martijn Peters van de Universiteit Hasselt spreken over de solitaire wetenschapper in een geglobaliseerde wereld. Ensuite, François Gemène de l'Université de Liège présentera l'Observatoire des migrations environnementales Hugo. En tenslotte luisteren we naar Chris Stroobans, dirigent van het orkest Frascati Symphonique uit Leuven. Après ces 4 témoignages, Benjamin Scos interprétera 2 chansons, Ma vie d'avant et Je ne vois que vous. Sire, Madame, Altesse Royale, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des représentants, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, bonjour. Nous voyageons sur une toute petite planète, un grain de sable dans notre galaxie. Une planète qui tourne, oui, mais tourne-t-elle rond ? Ou bien tournons-nous en rond ? Notre monde, qui semblait jadis si vaste, est désormais devenu un village. Un village où l'on se promène avec dans la poche des objets donnant accès au monde entier. Un village où l'on se promène avec dans la poche des objets dont les composants provenant du monde entier sont passés par des mains que nous ne serrerons sans doute jamais. Nous, les citoyens de ce caillou qui voyageons dans l'immensité, sommes de plus en plus proches. Nous, toujours aussi séparés par les murs ou les idées, nous disputons comme des mioches. Et pourtant, les défis devant nous ne pourront être réglés que d'une façon. Ensemble, par la coordination globale et à partir de l'action locale. Nous savons que nous sommes à une époque charnière. Mais vers quoi allons-nous ? Comment préparer l'avenir ? Comment réduire les effets nocifs de la mondialisation tout en gardant ses côtés positifs ? Rencontres et innovation seront 2 clés pour l'avenir de nos sociétés. Chez Little Food, nous explorons tous les jours l'avenir, et tant mieux si cela doit nous faire sortir de notre zone de confort. En tant que producteurs, préparateurs et promoteurs du grillon comme aliment, nous sommes sans cesse confrontés aux réactions les plus diverses. Manger des insectes ? C'est étrange ou curieux ? Rebutant ou attirant ?
délicieux selon les 2 milliards d'entre nous qui en mangent régulièrement. Nous prônons la globalisation comme un partage de culture, une rencontre entre les peuples. À la croisée des chemins, nous désirons participer aux forces positives qui se développent partout. Pour ce faire, nous innovons par la technique et pour la rencontre entre les êtres vivants. En tant que jeunes entrepreneurs, nous travaillons chaque jour à développer des solutions durables pour l'avenir, à poser les premières pierres de nouvelles pratiques, à délocaliser les peurs individuelles et à relocaliser la production. Nous aspirons à être inspirants. Et vous, dirigeants de la Belgique, pouvez-vous inspirer? Êtes-vous visionnaires, à l'affût des idées géniales qui pullulent de par le monde? Voulez-vous rejoindre les acteurs de la transition vers un monde meilleur? S'il vous plaît, inspirez-vous, inspirez-nous et surtout, mangez des grillons. Koninklijke hoogheden, mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter, dames en heren, geachte aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden. Exact 3 weken geleden werd ik met verstomming geslagen. Ik had net het Living Planet Report van het WWF onder ogen gekregen. Maar liefst 2/3 van de diersoorten op aarde zullen verdwenen zijn tegen 2020 als we onze huidige koers blijven voortzetten. Surreëel. En dat terwijl we maar niet lijken af te geraken van die ene soort, de solitaire wetenschapper. De man of vrouw in een witte labojas die zich hoog in zijn ivoren toren bezighoudt met complexe materie en zijn bevindingen verbergt achter elitair vakjargon. Voor mij is het even onbegrijpelijk. Wetenschap is in zijn essentie een universele taal. Het kent geen landsgrenzen, het discrimineert niet en het brengt mensen van over de hele wereld samen. Een ware utopia van globalisering. En toch lijkt er ergens een kortsluiting te zijn tussen ons wetenschappers en de rest van de wereld. Wetenschap wordt gepercipieerd als saai en moeilijk. En eerlijk gezegd, wij wetenschappers doen niet echt veel moeite om dit misverstand recht te zetten. Maar de tijd is gekomen om de distinctie tussen wetenschapper en het gewone volk uit de wereld te helpen. We hebben het voorrecht om getuige te zijn van een nieuwe generatie jonge wetenschappers die afdalen uit hun ivoren torens en hun wetenschap met passie aan de man brengen. Allemaal op maat gemaakt van het publiek. En dit is niet enkel in Limburg, nee. Dit is over de hele wereld dat wetenschappers voelen dat dit het moment is waarop wij het verschil kunnen maken. Wij willen een echte gelijkheid. Een werkelijke globalisering van onze kennis. Niet enkel voor degenen in ons vakgebied die de code kunnen kraken. Nee, dit is echt wat wij willen. Wij keren terug vanuit ons solitair bestaan naar de maatschappij. En het doet mij ook vreugde in mijn hart om te zien dat zoveel onder ons de onwetendheden uit de wereld proberen te halen. Want dit zijn de kern van elk probleem. En zo drama's helpen te voorkomen, zoals het verdwijnen van onze biodiversiteit. Koninklijke hoogheden, mevrouw de voorzitter, meneer de voorzitter, dames en heren, geachte aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden. If you have knowledge, let others light their candle in it. Ik dank u. Madame, Sire, Altesse royale, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos différents titres et qualités. Comme vous le soulignez dans votre allocution d'ouverture, Madame la Présidente, il y a sans doute un paradoxe à parler aujourd'hui dans un Parlement d'un monde globalisé, alors que de plus en plus d'électeurs semblent vouloir faire le choix d'un monde renationalisé, cloisonné par des murs et des barrières, retranché derrière des frontières.
Alors que de nombreux géologues estiment aujourd'hui que nous sommes entrés dans une nouvelle période géologique, l'Anthropocène, c'est-à-dire l'âge des humains, il semble que l'utopie d'un village mondial s'éloigne chaque jour davantage, remplacée par l'esprit de clocher. Il semble qu'avant d'être citoyens du monde, de plus en plus d'électeurs aspirent aujourd'hui avant tout à être citoyens d'une nation. Et nos démocraties sont aujourd'hui prises en tension. Tension entre ceux pour qui les frontières ne veulent plus rien dire, ceux qui étudieront dans différents pays, notamment grâce au programme Erasmus, ceux qui auront des opportunités professionnelles partout dans le monde, ceux et celles qui auront un conjoint étranger, et demain des enfants binationaux ou trinationaux, entre ceux pour qui les frontières ne veulent plus rien dire aujourd'hui, et ceux pour qui, au contraire, elles représentent l'ultime protection face à ce qui est largement perçu comme une menace parfois incarnée par les migrations. L'Observatoire Hugo, un nouveau centre de recherche que nous avons créé il y a 2 semaines à l'Université de Liège, se situe au carrefour de 2 enjeux qui sont au cœur de ces questions. À la fois les migrations humaines et les dégradations de l'environnement, dont beaucoup sont imputables déjà au changement climatique. Et ces 2 enjeux, migration et dégradation de l'environnement, sont évidemment liés. Ils sont liés en premier lieu parce que l'environnement est aujourd'hui un facteur majeur de migration et de déplacement. Chaque année, 26 millions de personnes sont déplacées par les seules catastrophes naturelles, soit davantage que par les guerres et par les violences, et c'est bien un enjeu qui est au cœur des discussions de la COP22 qui se tient en ce moment à Marrakech et à laquelle je me rendrai dès ce soir. Ensuite, au-delà de ce qu'on appelle les migrations environnementales, parce que ces 2 sujets nous posent la question de l'autre. En ce qui concerne le changement climatique, elle se pose en ces termes. Serons-nous capables de dépasser nos intérêts personnels et immédiats pour les intérêts des autres, ceux qui sont situés au-delà de nos frontières géographiques et générationnelles, ceux qui habitent dans les pays en développement, ceux qui feront partie des générations futures qui seront les plus directement et les plus durement affectés par les impacts du changement climatique. La question de l'autre se pose aussi naturellement en ce qui concerne les migrations. Est-il besoin de rappeler que cette année déjà, plus de 4200 migrants et réfugiés sont morts alors qu'ils cherchaient l'Europe et que cette année s'annonce comme la plus meurtrière jamais enregistrée en ce qui concerne les flux migratoires? La question qui nous est posée, c'est la question de notre capacité à reconnaître l'autre comme une partie intégrante de nous-mêmes. Serons-nous capables de reconnaître les migrants et les réfugiés comme une partie intégrante de nos sociétés, comme une partie intégrante de nous-mêmes, ou continuerons-nous à les cantonner dans leurs conditions d'étrangers? Cette question de l'autre, je crois, c'est bien celle-là qui se trouve aujourd'hui au cœur des tensions qui traversent nos démocraties. Et je vous remercie de m'avoir donné aujourd'hui l'occasion de témoigner de la contribution que les universités peuvent apporter à ces débats essentiels. Merci beaucoup. Sieren, mevrouw, koninklijke hoogheden, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, meneer de eerste minister, dames en heren, geachte aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden. Goedemiddag. Toen we in 2007 besloten met enkele vrienden dat we een symfonisch orkest gingen oprichten, hadden we één doel voor ogen, namelijk we gingen ervoor zorgen dat de jonge professionele muzici die in het land aan de conservatoria studeren, de kans zouden hebben om ervaring op te doen om zo goed gewapend te zijn voor het professionele leven. U moet namelijk weten, niet dat de conservatoria niet hun werk doen, integendeel, maar het is toch een praktijkgerichte situatie, bijvoorbeeld trompetist zijn in een orkest. En wanneer er audities gehouden worden in een orkest, dan wordt u niet geselecteerd op basis van uw cv, maar wel op proefspel. Dus er wordt van u gevraagd om deel te nemen aan de auditie.
En dat kan soms tot 80, 90 personen zijn voor 1 positie. U begrijpt, wanneer we dan niet genoeg praktische ervaring hebben, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. Dus wij dachten met enkele vrienden, we gaan er eens aan beginnen. Wij maken zo'n orkest dat deze nood faciliteert. In het begin hadden we 2 projecten per jaar. En een project, wat betekent dat eigenlijk? Dat we een concertenreeks organiseerden, die we dan zeer goed voorbereiden in een heel korte periode. De voorbereiding gebeurt dan ook door mensen van het Nationaal Orkest, de Munt, de opera, dus van professionele muzici, die de métier helemaal kennen. Die dus eigenlijk weten van hoe je eigenlijk in een symfonisch orkest moet spelen. Het is namelijk zo dat uw noten spelen en de muziek spelen één zaak is, maar samen. En dan ook nog de tradities kennen van soms werken die al 200 jaar oud zijn, waar grote maestri zich al heel vaak over gebogen hebben. Daar komt toch wel wat bij kijken. Goed, dus in het begin hebben we 2 projecten per jaar gedaan. Dat is ondertussen stevig uitgebouwd. Ondertussen hebben we toch een 30 à 35 concerten per jaar die we brengen. In die context zijn we dan ook door onze provincie Vlaams-Brabant uitgenodigd geweest om in 2012 naar Chengdu af te reizen om hen daar te vertegenwoordigen. En nu moet ik even spieken op het Chengdu International Sister City Youth Music Festival. De youth, dat kon nog net, omdat in die periode hebben we ook een kamerorkest opgericht. We spreken dus in eerste instantie over een groot symfonisch orkest, maar nu hadden we ook een kamerorkest. En die mensen hebben we kunnen in dienst nemen. Enfin, betalen, laten we zeggen, want in dienst nemen was nog een beetje te omslachtig. En dus die jonge mensen, die toch nog niet zo oud waren, konden dus mee naar China. En we hebben daar heel interessante contacten kunnen leggen, die tot op de dag vandaag eigenlijk nog altijd doorwegen in onze werking. Zo zijn we ondertussen al 6 keer naar Ginder kunnen afreizen, soms met 65 man orkest, om daar tournees van 3 weken te doen. Nu, ik bedacht me net toen we hier naartoe reden, het was nogal moeilijk vandaag om hier te geraken, verkeersgewijs. In China, de cultuur is toch een beetje anders. En bijvoorbeeld hun zaken of hun officiële diners en lunches, ze nemen dat daar zeer serieus. Het was eigenlijk een beetje een verrassing, maar zo merkte ik dat onze karavaan geflankeerd werd door politieginder. En je moet weten, Chengdu is een stad van 21 miljoen inwoners. Dus het verkeer zit daar eigenlijk continu vast. Van 's morgens 6 uur tot 's avonds 11 uur. Maar de politie werd voor onze karavaan gezet. We konden door het drukke verkeer rijden. En het heeft nogal een indruk op mij gemaakt, vandaar dat ik de details zelfs nog ken. We zijn 5 kruispunten gepasseerd, waar ze telkens 12 politiemensen hebben opgezet om het verkeer dat toch al goed vast zat, nog meer vast te zetten, zodat wij toch op tijd bij onze maaltijd konden komen. Ik vond het toch wel iets dat mij bijgebleven is van Ginder. Nu, om te besluiten, ook dit jaar zijn we dan nog terug geweest op handelsmissie, hebben we ook weer nieuwe contacten kunnen leggen. Dus wat Frascati Symphonic betreft, gaan we verder bouwen aan die weg van de internationalisering. Dank u wel. Elle était belle, ma vie d'avant.
20 ans de chaîne, en souriant, elle était pas saine, ma vie d'avant. Mais quand bien même j'aimais autant, j'ai perdu mon silence. Depuis qu'il n'y a plus de bruit autour d'un feu qui danse, symbole de toute une industrie. J'ai perdu ma patience, j'angoisse, j'enrage et je crie. J'ai perdu mes croyances, faut croire que je suis maudit. Elle était belle, ma vie d'avant, 20 ans de chaîne, en souriant. Elle était pas saine, non, ma vie d'avant. Mais quand bien même j'aimais autant, quand bien même j'aimais autant. Elle était belle, ma vie d'avant, 20 ans de chaîne, en souriant. Elle était pas saine, non, ma vie d'avant. Mais quand bien même j'aimais autant, j'aimais autant ma vie d'avant. Merci. Je voudrais vous chanter une chanson qui m'a permis de vivre un peu le monde dans une version globalisée. D'abord parce que cette chanson a tourné beaucoup sur Internet. Elle m'a permis ensuite d'être diffusée dans beaucoup de pays et puis de voyager beaucoup. En Asie, en Angleterre, au nord du Canada, en Espagne, en Italie. Ça s'appelle Je ne vois que vous. Et c'est une chanson qui a eu beaucoup de rotation en radio, peu en Belgique, mais beaucoup à l'étranger. Voilà. Je ne vois que vous. Que la cité inca, je ne vois pas Machu Picchu. Sur les bords de la Moskova, je ne vois pas les eaux de Moscou. Quoi que je fasse ou que je sois, je ne vois que vous.
les riches héritières, je ne vois pas briller les bijoux. Depuis que j'ai les yeux ouverts, je ne vois que vous. Je ne vois que vous. Je ne vois que vous. Vous. Rien que vous. Je ne vois que vous. Vous. Rien que vous. Rien que vous. Dans les plaines d'Australie, je ne vois pas les kangourous. Entre les dragons gris, je ne vois pas ma tendre épouse. Ce n'est pas ma vue qui fait bilan, je ne vois que vous. Je ne vois que vous. Je ne vois que vous. Vous. Rien que vous. Je ne vois que vous. Rien que vous. Vous. Rien que vous. Je ne vois que vous. Rien que vous. Je ne vois que vous. Rien que vous. Je ne vois que vous. Rien que vous. Merci. Vous voyez qu'il y a de la concurrence au Sénat. Sire, Altesse royale, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, chacun en vos titres et qualités. D'abord, bien sûr, je souhaite remercier le Parlement pour cette célébration de la fête du roi. Cela devient année après année une tradition, et cela en présence des membres de la famille royale que je souhaite saluer. Cette tradition est aussi pour moi l'occasion d'affirmer la confiance dans nos institutions. Et c'est aussi l'occasion pour moi de saluer le travail et l'action constante et tenace de Sa Majesté le roi Philippe au service de notre pays et de nos concitoyens. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde fondamentalement différent de celui de nos parents et de nos grands-parents. La globalisation, c'est la multiplication des échanges dans tous les domaines et à une échelle toujours plus vaste. Certes, bien sûr, ce n'est pas un phénomène nouveau. À travers l'histoire, les sociétés ont constamment intensifié leurs contacts et leurs échanges. Mais ce qui nous semble nouveau, c'est la rapidité, c'est l'accélération dans laquelle se situent ces transformations et ces métamorphoses du monde, l'évolution des sciences, les transformations des technologies, la digitalisation de notre économie, ou encore, par exemple, le développement de l'intelligence artificielle, non seulement transforment et vont transformer encore nos sociétés, mais peut-être plus encore, cela ouvre des perspectives avec son lot, bien sûr, de doutes et d'espoir. D'une part, nous constatons que le taux d'élèves scolarisés dans le monde est passé de 59% en 2000 à 73% en 2012. Des jeunes mieux formés partout sur notre planète, c'est évidemment un succès important, mais insuffisant.
D'autre part, nous constatons que seulement 40% de la population mondiale a accès à Internet. C'est une fracture, c'est une source d'inégalité, c'est une source de discrimination. Le nombre de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême a diminué, cela a déjà été dit, de plus de 1 milliard de personnes en 30 ans. C'est bien sûr une évolution positive, d'autant que dans le même temps, la population mondiale est passée de 4,5 à 7 milliards d'individus. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes se réduit et la proportion des femmes, par exemple, Madame la Présidente, dans les parlements nationaux est passée de 11% en 1997 à 22% en 2016. C'est encourageant, mais bien sûr, c'est très insuffisant. Le nombre de pays dans le monde gouvernés sous le régime démocratique a augmenté et donc, bien sûr, les droits de l'homme progressent, mais chacun mesure bien qu'il y a encore là aussi énormément de travail à réaliser. Mesdames et messieurs, les Belges, comme tous les peuples dans le monde, sont à la fois des acteurs et des témoins de tous ces changements. Et si je ne devais retenir qu'un seul chiffre qui nous marque, c'est probablement celui de l'espérance de vie. En Belgique, par exemple, elle était de 50 ans en 1900 et de 81 ans aujourd'hui. C'est bien sûr le résultat de progrès substantiels de la médecine, de l'amélioration des cadres de vie. Mesdames et messieurs, le développement des échanges économiques internationaux a contribué à réduire la pauvreté et à renforcer l'amélioration des conditions de vie. Et nous avons, en Belgique, une des économies les plus ouvertes et les plus globalisées dans le monde. 80%, c'est énorme, de nos richesses produites chaque année résultent directement des échanges économiques internationaux auxquels nous participons. Ce sont donc ainsi des milliers d'emplois qui soit sont préservés, soit sont créés. Et donc, grâce à ces emplois, des moyens supplémentaires, des moyens additionnels pour tenter de rencontrer les défis de la cohésion sociale, les défis de la solidarité, les défis des protections sociales, financer durablement des pensions, garantir l'accès à des soins de santé. Donc, il faut le dire, pour notre pays, moins de commerce international se traduirait directement par moins d'emplois et donc moins de capacité de financement pour garantir la cohésion sociale. Bien sûr, chacune, chacun ici, il nous revient d'être lucide. Si nous tirons un certain nombre de bénéfices de la globalisation, nous devons aussi reconnaître que cette globalisation amène peut-être plus de fragilité face aux effets de choc extérieur. Le corollaire d'une plus grande intégration, d'une plus grande globalisation, c'est bien sûr une plus grande interdépendance. La crise des subprimes aux États-Unis, il y a quelques années, l'a démontré, avec des répercussions majeures pour l'économie mondiale. Pour prendre un autre exemple, la Grèce, qui ne représente que 1,3% du PIB en Europe, lorsque son économie tremble, c'est l'ensemble de l'Europe et de la zone euro qui également tremble. Et nous constatons aussi, depuis ces dernières années, de plus en plus l'émergence d'acteurs économiques globaux, parfois même plus puissants que certains États. Les frontières physiques s'évaporent, les entreprises et les capitaux sont mobiles, parfois même sont volatiles. On assiste à des délocalisations, parfois brutales, parfois inhumaines, et on assiste à des phénomènes de concurrence enragés, parfois même déloyales. Notre pays, comme d'autres, et nos travailleurs comme d'autres, en ont subi à plusieurs reprises ces derniers mois ou ces dernières années les conséquences dramatiques. Et ces pertes d'emplois brutales sont, bien sûr, pour beaucoup de nos concitoyens, une des faces les plus visibles et peut-être même les plus détestables de cette mondialisation. Cela conduit à une forme de tentation, celle de rejeter en bloc la globalisation et les effets qu'elle entraîne. Et c'est pour cette raison que ma conviction est que les questions liées à la fiscalité et à la redistribution de l'impôt sont plus que jamais des enjeux majeurs. Ils doivent peut-être même, à mes yeux, être des leviers pour tenter d'encourager une globalisation plus juste, plus équitable, pour le dire
Plus simplement, la libre circulation des capitaux ne peut pas servir de paravent pour éluder les impôts, et des progrès rapides sont indispensables sur le plan international, notamment afin de renforcer la transparence ou l'harmonisation d'un certain nombre de règles fiscales, cela par exemple suite à l'encouragement de l'OCDE. Dames en heren, zijn ook sociale veranderingen. Nieuwe informatie- en communicatietechnologieën hebben de deur geopend voor een nieuwe interactie. We sturen elkaar foto's, we praten met elkaar, we zien elkaar over de hele wereld in real time. Wanneer er zich aan de andere kant van de wereld een ramp voordoet, dan voelen we ook ons betrokken. We zijn vandaag meer verbonden dan ooit en meer interactie maakt het mogelijk om waarden als verdraagzaamheid en vrede uit te dragen. Maar door de snelheid waarmee de informatie zich verspreidt, kunnen we ook geen afstand meer nemen. We worden geconfronteerd met hypes, foute informatie en geruchten. Daardoor is er minder ruimte voor analyse en diepgang. De enorme toename van communicatiemiddelen is voor veel mensen soms angstwekkend. Bovendien tast het ook ons privéleven aan. We zijn altijd en overal bereikbaar. De smartphone of de tablet is nooit afwezig. Dat maakt het moeilijk om privé- en beroepsleven gescheiden te houden. De wereld heeft nooit zoveel geïnnoveerd, gecreëerd en uitgevonden als de laatste decennia. De uitwisselingen op wetenschappelijk en universitair niveau zijn nooit zo intens geweest. Sinds zijn ontstaan in 1987 heeft het Erasmus-programma meer dan 3 miljoen Europese jongeren de kans gegeven te gaan studeren in een ander Europees land. Daardoor is ook de culturele interactie en uitwisseling toegenomen. Het internet is een immens informatieplatform geworden en zorgt ook voor democratisering en kennisverspreiding. Maar het internet is ook jammer genoeg een instrument voor de verspreiding van radicalisme, racisme en haat. Dankzij een toenemende uitwisseling gaat de wetenschap en vooral de geneeskunde er elke dag op vooruit. Ook deze technologische en medische vooruitgang is geglobaliseerd. Medische consultaties bijvoorbeeld zullen mogelijk zijn over de hele wereld zonder dat de patiënt zich daarvoor moet verplaatsen. Op culturele vlak heeft de opening naar de wereld bijgedragen tot een groter en diverser aanbod. Op het vlak van muziek of literatuur bijvoorbeeld. De mix van culturen heeft nieuwe genres doen ontstaan en deze invloeden zijn overal aanwezig, in de keuken of in de modewereld. Deze rijkdom is ook waar te nemen in de interesse in het leren van talen. Meer dan 1/3 van de Belgische bevolking kent minstens 3 talen. Uiteraard mag deze universalisering de identiteit niet verloren doen gaan. Dat is ook belangrijk. Iedereen heeft het recht om verschillend te zijn en dat moeten we blijven opeisen. We moeten trots zijn op onze tradities en onze eigenheid. Het respect voor de mensenrechten is er sinds een halve eeuw ook aanzienlijk op vooruit gegaan. Ik denk daarbij in het bijzonder aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, maar ook bijvoorbeeld aan de persvrijheid. Een internet heeft gezorgd voor een algemeen bewustzijn van de situatie in de wereld. Velen kunnen daardoor ook hun stem laten horen en onrechtvaardigheid aanklagen. Kijk naar de Arabische lente bijvoorbeeld en de impact van de sociale media op jongeren die meer democratie en inspraak eisten. Dictaturen wereldwijd zijn nooit grote fan van Twitter of Facebook. Ze beseffen dat de contacten en de uitwisseling van informatie vaak een bedreiging vormen tegen totalitaire regimes. Dames en heren, de globalisering beheersen
Dat is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen van vandaag. Het is een gemeenschappelijke kans voor de samenleving in haar geheel. En ik blijf er sterk van overtuigd dat we de perverse effecten van globalisering niet kunnen bestrijden door op onszelf terug te plooien. Maar we moeten natuurlijk de juiste antwoorden bieden. Er zijn meer en meer populistische stemmen die pleiten voor isolationisme. Zich terugtrekken achter de eigen grenzen, achter muren. En die woorden wakkeren de angst voor de ander aan. De ander wordt gediaboliseerd. Zich opsluiten, dat is verarmen. Niet alleen economisch, maar ook sociaal, menselijk. Angst en verdeling zijn slechte raadgevers. Angst en verdeling hebben in het verleden alleen nog maar tot conflicten geleid. In deze omstandigheden moet in mijn ogen Europa sterk en verenigd zijn. Het moet tonen dat zijn waarden van openheid en humanisme de sleutel blijven voor het welzijn van onze medeburgers. Maar de Unie krijgt ook te maken met onbegrip. Europa was voor de vorige generaties een evidentie, maar nu wordt haar nut ernstig in vraag gesteld. We hebben de Britse burgers niet kunnen overtuigen van de voordelen van het Europese project en ook elders in Europa wordt onze samenwerking in twijfel getrokken. Wij moeten alleszins onze waarden herbevestigen, solidariteit en samenwerking. Die waarden hebben hun nut bewezen. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er vrede en welvaart op ons continent. En ze zijn een motor geweest. Eerst voor de heropbouw, maar daarna voor meer welvaart en vooruitgang. Nu moet Europa zich opnieuw toeleggen op de essentie. Onze burgers terecht vragen in de eerste plaats dat we ons inzetten voor meer welvaart, veiligheid en gelijkheid. En er is dus een gemeenschappelijk antwoord nodig en daar moet Europa voor zorgen. En we moeten werken om de EU opnieuw de betekenis te geven die ze voor een groot aantal Europeanen lijkt te zijn verloren. Dames en heren, ook buiten de Europese Unie is België altijd een fervent voorstander geweest van multilateralisme. Het is inderdaad niet eenvoudig. Multilateralisme, het neemt tijd. Er zijn successen en mislukkingen. Maar dat blijft in ieder geval de beste manier om duurzame oplossingen te vinden. We hebben nood aan globale antwoorden op globale uitdagingen. Mesdames et messieurs, en conclusion, nous le voyons, nous le vivons, nous le ressentons. Le monde a changé, le monde change et il va continuer à changer. Nous sommes confrontés à des défis majeurs. Comment mieux répartir les richesses? Comment mieux appréhender les questions environnementales? Comment progresser dans la lutte contre la pauvreté? Comment, d'une phrase, réussir à faire en sorte qu'un enfant, petit garçon ou petite fille, où qu'il naisse, ait les mêmes droits et les mêmes chances? La globalisation ces dernières années, je le crois, a fait progresser des valeurs de tolérance et de respect des droits humains. La globalisation, je le crois aussi, a fait reculer un certain nombre d'inégalités et a fait progresser l'accès à l'éducation dans de nombreux pays, a fait progresser l'accès à des soins de santé. Et pourtant, la globalisation fait peur parce qu'elle entraîne aussi des dérives choquantes. La globalisation n'est pas spontanément vertueuse. On a besoin, je le crois, de plus de démocratie, on a besoin de plus de transparence, on a besoin de valeurs fortes, rejeter le populisme, affirmer sans relâche les valeurs universelles et les droits de l'homme, c'est à mes yeux la clé pour, pas à pas, rendre la globalisation plus juste et plus équitable. Prendre nos destins en main, c'est aussi investir. Investir dans le capital humain, investir pour le progrès économique et technologique, investir pour la cohésion sociale, investir pour défendre nos identités et nos valeurs. Regardons ce monde qui change avec lucidité,
Transformons les difficultés en opportunités et surtout, travaillons sans relâche pour défendre ces valeurs que nous aimons et que nous partageons. Voilà le chemin qui s'offre à nous. Je vous remercie. À présent, la parole est donnée aux 4 autres témoins qui illustrent la diversité de ce monde globalisé dans lequel nous vivons. Eerst zal Tine Ternes van Hogeschool Vives in Kortrijk een beeld schetsen van de positieve aspecten van de groeiende internationalisering voor jongeren. Ensuite, Delphine Genard évoquera le Mundaneum de Mons, institution créée il y a plus d'un siècle, mais qui garde tout son intérêt. Kurt Cornelissen zal het nadien hebben over de globalisering en zijn impact op de ontwikkeling van tuinbouwtechnieken. Le dernier témoin, Louison Bourgeois, nous fera découvrir le monde des chantiers jeunes à l'étranger, qui s'avère être une expérience enrichissante pour ceux et celles qui y ont participé. Nadien kunnen we genieten van 2 grote klassiekers van het Belgische lied, Quand on n'a que l'amour van Jacques Brel en Ik zou zo graag willen leven van Walter de Buck. Deze worden ons gebracht door Patrick Rigel en Jan Houtekiet. Sire, mevrouw, koninklijke hoogheden, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, meneer de eerste minister, dames en heren, geachte aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden. Ik werk voor de Hogeschool Vives als coördinator internationalisering. Als jongere kreeg ik de kans om deel te nemen aan een Erasmus-programma in Berlijn, deed ik stage in Zuid-Afrika en werkte ik met Tibetaanse vluchtelingen in Noord-India. Ik heb hier heel veel uit geleerd, zowel persoonlijk als professioneel. Tot op vandaag bepalen deze ervaringen wie ik ben. En het maakt me heel gelukkig om te zien dat studenten die uit het buitenland terugkeren ook zo sterk veranderen. Je ervaart in het buitenland zelf wat het betekent om vreemdeling te zijn en anders behandeld, soms uitgesloten te worden. Uit onwetendheid over bepaalde culturele gebruiken maakte ik fouten. Ik was er bijvoorbeeld helemaal niet goed van toen ik het in het begin van mijn stage te horen kreeg van de oudere Zulu-mannen dat ik onbeleefd was, omdat ik oogcontact maakte, wat niet gebruikelijk is in hun cultuur. Net zo'n ervaringen en frustraties leerden me empathisch te zijn voor mensen uit andere culturen hier in België. Ze gaven me de moed om een gesprek aan te gaan in een andere taal en contacten te leggen met het onbekende. De ontmoeting met andere mensen en wereldbeelden stelt ook de vraag naar mezelf. Het leert me dat mijn achtergrond niet zo evident is en dat er ook andere antwoorden zijn op vragen die gesteld worden. Je leert de verschillen kennen, maar je leert nog veel meer wat we als mens gemeenschappelijk hebben. Iedereen ter wereld wil bijvoorbeeld leven en werken in een gezonde en veilige omgeving. Dit deed me ook inzien hoe afhankelijk we van elkaar zijn en de natuur. Dat de keuzes die ik maak en wat ik bijvoorbeeld koop en eet een impact hebben op de rest van de wereld. Dat de ver van mijn bed problemen, zoals de klimaatopwarming, terrorisme, sociale ongelijkheid, economisch en politiek wanbeleid, ook de onze zijn. De vluchtelingentoestroom wijst onmiskenbaar dit verband aan. Dankzij de vele digitale mogelijkheden kan ik de wereld in mijn klaslokaal brengen. Ik hoef ook niet ver te kijken om de rijkdom aan diversiteit te zien in mijn eigen omgeving, onder collega's op het werk hier. Tijdens mijn lessen vind ik het altijd zeer boeiend om studenten met andere achtergronden aan het woord te laten. Ze hebben een relatief ander perspectief op de dingen,
waarvan mijn medestudenten en ikzelf heel veel leerden. Is de wereld ons dorp geworden? En willen we dat iedereen het in ons dorp goed heeft? Dan hebben we nood aan wereldburgers die de kunst kennen om met het vreemde in dialoog te gaan. Burgers die durven doorheen de vele culturen het gemeenschappelijke te zien. Burgers die durven humaan zijn in alle omstandigheden, ook in niet-evidente. Het onderwijs vervult belangrijke maatschappelijke opdracht om jongeren hierin te begeleiden, zodat ze kunnen opgroeien tot kritische burgers van een geglobaliseerde wereld. Hartelijk dank voor uw aandacht. Sire, Madame, Vos Altesses Royales, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs en vos différents titres et qualités. Suivre un cours d'une prestigieuse université située de l'autre côté de l'Atlantique, mobiliser le concours de la communauté créative mondiale pour créer sa start-up, ou encore lever des fonds pour mener un projet de quartier à destination des plus démunis, ce sont là bien des actes que la révolution Internet a amplifiés ou tout simplement rendus possibles. Mais des décennies avant que Marshall McLuhan n'évoque le village planétaire en 1967, deux Belges créaient à Bruxelles, au cœur de l'Europe, un outil de connaissance pour la paix unique au monde, aujourd'hui reconnu patrimoine européen et UNESCO, le Mundaneum. Paul Hotelet et Henri Lafontaine, prix Nobel de la paix en 1913, ont mis la connaissance en réseau des décennies avant Google. Ces mots du journal allemand Der Spiegel illustrent à quel point la notion même de réseau constituait l'ADN du Mundaneum. Comment Hotelet et Lafontaine auraient-ils pu concrétiser tel projet de bibliographie à vocation humaniste et universelle sans activer une puissante dynamique de réseau à l'échelle internationale? Le combat pour l'accès à l'information pour tous, la lutte contre toute forme d'obscurantisme, l'émancipation citoyenne par le partage des connaissances sont autant de questionnements universels qui se sont posés à chaque étape. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg, l'encyclopédie des Lumières, l'avènement des premiers médias dans l'ère industrielle et la révolution numérique. Aujourd'hui, espace culturel ouvert à tous, au cœur de Mons, capitale européenne de la culture en 2015, le Mundaneum se veut forum où débattre des grandes questions de société induites par la globalisation de l'information. Car il y va d'un enjeu majeur, l'inclusion numérique et la participation à la société de demain de tous nos concitoyens. Merci de votre attention. Sire, mevrouw, koninklijke hoogheden, mevrouw de voorzitter van de Senaat, meneer de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, meneer de eerste minister, dames en heren, geachte aanwezigen in al uw titels en hoedanigheden. Toen men mij vanuit de provincie Oost-Vlaanderen vroeg om hier vandaag een getuigenis te brengen over leven in een geglobaliseerde wereld, was ik onmiddellijk enthousiast en stemde ik toe. Van jongs af aan had ik heel veel interesse in wat er buiten de grenzen van ons land gebeurde en reisde ik graag en veel. En toen ik mijn loopbaan begon, was het dan ook niet toevallig in het buitenland. Voor VVOB, de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand, werkte ik als onderzoeker in de teelt van banaan aan de Universiteit van León in Nicaragua. Leven en werken in een ver buitenland in tijden dat internet nog niet gekend was anders dan wat het nu betekent om een tijd in het buitenland te vertoeven. Ondergedompeld worden in een andere cultuur en een andere samenleving bracht me niet alleen veel bij over de ander. Het leerde me vooral veel over mezelf. Wanneer je geconfronteerd wordt met andere gebruiken, word je ook automatisch verplicht om na te denken van wat je zelf belangrijk vindt, wat je persoonlijke waarden zijn en wat je misschien opgelepeld kreeg via je eigen achtergrond, maar wat niet noodzakelijk universeel is. In Nicaragua leerde ik ook mijn huidige echtgenote kennen.
Een sterke en slimme vrouw en ondertussen zijn we 20 jaar samen. We hadden heel veel leuke momenten, ook een aantal tegenslagen. En als er meningsverschillen zijn tussen ons, dan hebben die bijna zonder uitzondering te maken met de opvoeding van de kinderen. Ik hoor van familie, vrienden en collega's dat dat in hun geval weinig anders is. Met racisme en xenofobie hebben we gelukkig weinig te maken gehad. Mijn echtgenote heeft zich als poetsarts behoorlijk goed geïntegreerd in de samenleving. Tot voor kort had ik het genoegen en de eer om voor Hortiplan, een Belgisch bedrijf, wereldleider op het gebied van geautomatiseerde slaapdeelsystemen, wereldwijd aan de slag te mogen gaan in de verkoop van dit fijne staaltje tuinbouwtechniek. Ik heb van dichtbij mogen meemaken hoe kennis en informatie tegenwoordig heel snel de wereld rondgaan. Ondanks de culturele verschillen zag ik ook dat land- en tuinbouwers in al deze landen heel veel gelijkenissen tonen en dat er heel veel is wat hen bindt. Handel is een uitstekend middel om kennis en inzichten, technieken en technologieën uit te wisselen en om wederzijdse rijkdom te creëren. Anderzijds wil ik ook niet blind zijn. Op mijn vele reizen heb ik ook gezien hoe bijvoorbeeld in het Midden-Oosten mensen in mensonwaardige omstandigheden ingezet worden bij infrastructuurperken. Globalisering is ook niet steeds glamoureus en draagt dus ook niet altijd bij tot de gelijkheid tussen mensen. Ook de impact op het milieu van het vele transport van goederen en mensen is ongetwijfeld enorm. En na de presidentsverkiezingen in de VS kon men zien dat de wereldwijde impact van een gebeurtenis in één enkel land enorm kan zijn, niet steeds in positieve zin. Tijdens de verkiezingscampagne in de VS, maar ook dichter bij huis naar aanleiding van de Brexit, hebben we kunnen vaststellen dat velen schrik hebben voor globalisering. Zelf hoor ik niet bij die groep. Globalisering heeft mij veel gebracht, zowel in mijn persoonlijk als in mijn professioneel leven. Het is dan ook mijn hoop en mijn wens dat allen een open blik op de wereld mogen hebben, zonder schrik en met vertrouwen. Dank u. Sire, Madame, Altesse Royale, Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en vos différents titres et qualités. Je me permets de témoigner de mes expériences à travers le monde qui ont été toutes plus positives les unes que les autres. Je me présente, Louison Bourgeois, j'ai 15 ans et j'habite Bouillon. J'ai vécu 2 voyages caritatifs au Bangladesh en 2014 et en 2015, ainsi qu'un voyage de 3 semaines à Madagascar cet été. Mes voyages au Bangladesh et à Madagascar m'ont fait prendre conscience que grâce à la mondialisation, des pays sous-développés adoptent une plus grande démocratisation, ainsi que les droits de l'homme, des animaux et de la nature. Elle favorise également le rapprochement des peuples et des cultures. Le Bangladesh est un pays où vivent 85% de musulmans, 13% d'hindous, 1% de catholiques et 1% de bouddhistes. Malgré ce statut multireligieux, j'ai pu constater que l'entente et la solidarité des gens entre eux est incroyable et touchante. La mondialisation permet aussi aux pays en voie de développement de se rapprocher des grandes nations. Grâce au sport et au cinéma, grâce aux médias et à Internet, ils peuvent suivre tout événement sportif ou médiatique depuis leur pays, ce qui leur permet de s'informer sur le progrès des autres pays et donc d'évoluer à leur tour. Grâce à la mondialisation, lorsque des catastrophes naturelles surgissent, le monde entier peut se mobiliser pour venir en aide aux pays et à la population touchée par ce malheur. C'est grâce à elle qu'il y a une solidarité internationale. Pour conclure, c'est également grâce à cette mondialisation que l'être humain d'aujourd'hui se permet de sortir de certaines idées nationalistes étroites et donc de devenir un citoyen du monde. Merci pour votre attention.
u Heer gelijk de bloemen, stoot mijn wortels in de grond. En mijn takken erop buigen en geen woorden mijn mond. Zoals u Heer kunnen vliegen, glijdt de vleugel in de lucht. Zag ze zo op de wolken vliegen, geen lawaai, zelfs geen zucht. Ik zoek u Heer, ik zoek u Heer, ik zou van alles willen doen. Schöne luchtkastelen bouwen en toen slopen tot de ik zou ze velen willen geven, voor de wereld met veel groen. Wordt nog vleugels kunnen leven en mijn liedjes niet van doen. Dat was een lied van Walter de Buck, Gentse volkszang par excellence. Et le prochain titre est un morceau du grand Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin pauvres et malandrins des manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Vos Altesses royales,
Madame la Présidente du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs en vos qualités, chers collègues, Mesdames, Messieurs, globalisation, mondialisation, combien de fois n'avons-nous pas entendu ces mots au cours des 2 dernières décennies? Combien de fois ne les avons-nous pas nous-mêmes prononcés même? Globalisation, mondialisation, ces 2 notions sont si souvent employées qu'elles deviennent peu à peu des concepts dont la signification réelle risque de se perdre. À l'origine, le terme de globalisation désigne un phénomène purement économique, le désenclavement des économies nationales dans un marché où l'offre et la demande s'entendent et s'étendent à plusieurs, voire à toutes les parties du monde dans een marché mondial donc. En anders dan algemeen aangenomen wordt, is dat fenomeen niet bepaald nieuw of zelfs recent. Zo schreef de Griekse geschiedschrijver Polybius, ik citeer, vroeger, voor zijn tijd, bestond er tussen de economische gebeurtenissen in de wereld geen samenhang, maar nu, zegt Polybius, hangen ze allemaal van elkaar af. Polybius leefde in de 2e eeuw voor Christus. Maar oké, ik weet dat ook, via Grieken en Romeinen is ongeveer alles uit te leggen en dus maak ik nu een sprong in de tijd. De eerste echte globalisering begon met de 15e, 16e eeuwse ontdekkingsreizen die aan de basis lagen van de koloniale rijken, die de ontwikkeling stimuleerden van wat de Franse historicus Fernand Braudel eigenlijk paradoxaal de Europese wereldeconomie heeft genoemd. Een gebied dat aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog de 5 continenten bereikte met sterke economische betrekkingen tussen talloze delen van die immense ruimte. Maar, het is al gezegd door vorige sprekers, vanaf de jaren 80 en vooral ook met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie begin jaren 90 ging de mondialisering natuurlijk wel een nieuwe fase in. Vooral omdat we in de hele wereld het hoofd moesten bieden aan de aanhoudende inflatie, werkloosheid, gevolg ook van de petroleumcrisis van 73. En dus voerden de meeste of alle industrielanden eigenlijk een economisch liberaliseringsbeleid. En dat beleid steunde aan de ene kant op facilitering van kapitaalbeweging, anderzijds ook op deregulering van arbeidsmarkt en van goederen- en dienstenverkeer. Belangrijk moment binnen dat liberaliseringsbeleid was 1995, met de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, die erop moest toezien dat de handelsbetrekkingen zo weinig mogelijk beperkingen en belemmeringen hadden. Eén concreet voorbeeld, de douanerechten liepen kort na de Tweede Wereldoorlog op tot gemiddeld 40%. Vandaag de dag is dat nog 5%. Tegelijk wilde vanaf de jaren 80 een aantal toenmalige ontwikkelingslanden, en er is daar net ook al naar verwezen, in de eerste plaats China, ook die wilde natuurlijk meedoen aan het internationale economische verkeer. En het waren allemaal, stuk voor stuk, landen met een belangrijk demografisch overschot en tegelijk ook een grootscheepse trek van de bevolking van het platteland naar de steden. Et donc, la combinaison de ces 2 facteurs, libéralisation à l'échelle mondiale, financière et commerciale, et urbanisation accélérée dans les pays du tiers-monde, et parallèlement le développement spectaculaire des moyens de communication, l'Internet, transport, aboutir à une internalisation croissante des chaînes de production sous la houlette de multinationales devenues omnipotentes. Au cours des 40 dernières années, cette évolution fut d'une nature telle que nous vivons aujourd'hui, en 2016, dans un monde globalisé. Mais, me demanderez-vous, nos conditions de vie se sont-elles améliorées? À mon humble avis, la réponse est mitigée. Il ne fait aucun doute que la globalisation a contribué au progrès économique des pays non industrialisés. Il suffit donc de songer à la Chine et à l'Inde. L'énorme fossé qui séparait encore au début des années 70 la production des grandes puissances industrielles de cette époque-là, les États-Unis, le Japon, l'Europe occidentale, et celle du reste du monde, se comble enfin. Depuis 1980, la pauvreté a été réduite de moitié à l'échelle mondiale
alors qu'au cours des 4 dernières décennies, l'espérance de vie moyenne a augmenté de 12 ans. Cela aussi est la conséquence de la globalisation. Il est en outre indéniable que la globalisation permet à l'homme d'élargir son horizon et de découvrir d'autres pays et d'autres cultures. Notre planète n'a jamais compté autant de citoyens du monde qu'aujourd'hui. Maar inderdaad, de globalisering is een succesverhaal dus, maar niet alleen een succesverhaal. Zo is de geglobaliseerde wereld meer dan ooit een geconcentreerde wereld. De helft van de wereldbevolking leeft op 3% van de bewoonbare oppervlakte. En de helft van de wereldrijkdom wordt op 1% van diezelfde oppervlakte voortgebracht. Zo'n 700 miljoen mensen, dat is bijna 10% van de wereldbevolking, leeft desondanks nog altijd in extreme armoede. Jaarlijks sterven 3 miljoen kinderen jonger dan 5 door ondervoeding. Talrijke landen, onder meer in Zwart-Afrika, zijn onderontwikkeld gebleven. In een aantal landen die wel voordeel gehad hebben bij de globalisering is de kloof tussen rijk en arm tegelijk blijven bestaan of zelfs toegenomen. Door verdergaande mechanisering, automatisering, door een gebrek aan scholing en aanpassingsvermogen, maar nog meer ook door de massale import uit opkomende landen, door de talloze delokaliseringen en door de mogelijkheid om goedkopere buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken, waardoor mensen, grote massa's, hun job hebben verloren. Autre conséquence néfaste de la globalisation et plus particulièrement de l'accroissement exponentiel de la production et de la consommation, la raréfaction croissante des matières premières et des combustibles fossiles et surtout le réchauffement climatique et d'autres atteintes portées à l'environnement. Outre ces inconvénients socio-économiques et écologiques, la globalisation a aussi des retombées culturelles. L'immigration, la disparition des particularismes locaux au profit d'une culture homogène et les mutations sociales rapides font naître dans l'esprit de nombreux citoyens un sentiment de malaise et même d'incertitude qui constitue le terreau idéal du fondamentalisme religieux, le racisme et la xénophobie. Quoique les avancées scientifiques et technologiques nous rendent heureux, nous sommes donc aussi en proie à l'inquiétude. Happy, but for so happy, ill-secured, comme le poète anglais du XVIIe siècle John Milton l'a dit dans son Paradise Lost. Happy, but for so happy, ill-secured. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, il reste encore un très long chemin à parcourir. Sciences et techniques contribueront sans doute à résoudre des problèmes tels que le changement climatique et le traitement de déchets. Mais la science et la technique ne sont pas la panacée. Il suffit de songer, pour s'en convaincre, à la bombe à retardement de la croissance démographique. Et vous, qui êtes aujourd'hui les hôtes du Parlement fédéral, vous vous posez la question, à juste titre, que fait la politique? Si nous jetons un coup d'œil dans le rétroviseur, nous voyons que la globalisation n'est pas seulement le produit de la technologie et de l'économie, mais aussi de la politique. Par exemple, certaines règles ont été supprimées, d'autres instaurées, afin de combattre le protectionnisme ou de stimuler le libre-échange. Maar als we terugkijken, dan zien we ook dat de politiek er de laatste jaren ook in geslaagd is het globaliseringsproces een gunstige wending te geven, al zijn er vanzelfsprekend pijnpunten. Financiële experts bijvoorbeeld schatten het totale verlies aan inkomsten uit belastingen op investeringsfondsen, op speculatieve fondsen, de zogenaamde hedge funds, op multinationals, banken, offshore activiteiten op $500 miljard per jaar. U hoort het goed, dames en heren, $500 miljard per jaar. Met dat bedrag kunnen wij allicht de armoede uit de wereld helpen. Meer nog, we zouden zelfs de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, die zouden we kunnen verwezenlijken. Anderzijds moet ook worden opgemerkt dat terwijl meer dan 30 jaar lang zeer weinig of niets ondernomen is tegen de globaliserende fiscale ontduiking en fiscale fraude, zogenaamd omdat er niets tegen de ondernemer viel,
hebben de begrotingstekorten van na de crisis van 2008 en 2009 de overheden ertoe aangezet, sommigen zullen denken gedwongen, eindelijk de strijd aan te binden met die wanpraktijk. Zo is in 2014 een Europese richtlijn aangenomen over automatische inwisseling of uitwisseling van informatie tussen lidstaten over rekeningen die ingezetenen van een bepaalde lidstaat hebben in een andere lidstaat. En er is ook nog de OESO die een gedragscode heeft opgesteld waarin diezelfde richtlijn eigenlijk wereldwijd wordt overgenomen. En matière de responsabilité sociale des multinationales, d'autres mesures ont également été prises récemment au niveau européen et au niveau mondial. À titre d'exemple, les entreprises qui comptent plus de 1000 travailleurs en Europe et possèdent au moins 2 implantations dans au moins 2 États membres de l'Union européenne se sont désormais tenues de créer en leur sein un conseil d'entreprise européen. L'OCDE, de son côté, a mis sur pied dans chacun de ses 57 États membres un point de contact national où les organisations non gouvernementales et les syndicats peuvent déposer des plaintes contre certaines pratiques des entreprises multinationales. Die 2 voorbeelden, dames en heren, maken duidelijk dat politieke actie wel degelijk iets vermag tegen de negatieve gevolgen van de globalisering, op voorwaarde dat die actie natuurlijk zich niet beperkt tot het nationale niveau. Het is nogal evident dat een grensoverschrijdend fenomeen als de globalisering alleen door internationale politieke samenwerking in goede banen kan worden geleid. Alleen internationale maatregelen en internationale regulatoren zijn bij macht om bijvoorbeeld voor mens en markt ongunstige concentratie en monopolievorming tegen te gaan. En uiteraard vereist de strijd tegen de klimaatverandering, tegen het watertekort, tegen chemische verontreiniging, tegen de ecologische crisis in het algemeen, een omkadering van de economie op wereldniveau. Mesdames et messieurs, après mon plaidoyer en faveur d'un renforcement de l'ordre politique international, vous vous demanderez sans doute qu'adviendra-t-il de nos États-nations traditionnels? Peuvent-ils encore apporter des réponses adéquates, sinon à tous les problèmes, à tout moins à certains problèmes que pose la globalisation? Als voorzitter van een parlement van een natiestaat, een kleine natiestaat nog wel, antwoord ik u daarop ondubbelzinnig ja. Want jawel, ook in onze halfronden, raar meervoud, ook dans nos hémicycles, worden maatregelen genomen om onze nationale economie af te stemmen op die voortschrijdende globalisering. La Chambre fut d'ailleurs l'une des premières assemblées parlementaires en Europe à se pencher sur les implications politiques, économiques et sociales de la mondialisation. C'est ainsi qu'en 2003, la Chambre décida de créer une commission spéciale mondialisation. Pendant 5 ans, cette commission accomplirait un travail de grande qualité, comme le montrent les rapports que vous pouvez tous consulter sur le site web de la Chambre. Des thèmes comme les objectifs du millénaire, l'accès à l'eau pour tout le monde, le rôle des paradis fiscaux dans l'économie globalisée, le commerce équitable, le problème de la dette des pays en développement, le rôle des institutions financières internationales dans la politique en matière de développement, la protection des richesses naturelles du Sud et les aspects mondiaux de la crise financière ont été longuement abordés. Et en mars 2007, le lauréat du prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, est venu à notre Parlement pour nous faire part de sa vision de la mondialisation. Le comité d'avis fédéral chargé des questions européennes, qui se compose d'une délégation de la Chambre, du Sénat et d'une délégation du Parlement européen, et la commission des relations extérieures de la Chambre, s'intéressent quant à eux à la politique commerciale européenne. Koninklijke hoogheden, dames en heren, of we het graag hebben of niet, de samenleving die onze grootouders, onze ouders en ook wij zelf gekend hebben, die behoort tot het verleden. Vadertjestaat, let u op het verkleinwoord, vadertjestaat, waarmee iedereen zich zo op zijn gemak voelde en alles relatief voorspelbaar was,
Vadertjestaat is niet meer. Nationale, regionale en lokale autoriteiten kunnen niet langer hun beslissingen nemen louter in functie van de desiderata van de eigen ingezetenen. Supranationale instellingen en organen hebben het alsmaar meer voor het zeggen naast dat ander product van de globalisering, de niet-gouvernementele organisaties. Maar net daarom, en dat is een paradox, net daarom, omwille van die toenemende internationalisering, wordt ook de bezorgdheid voor het niet-internationaal, nationaal, regionaal, lokaal, alsmaar belangrijker. Vooral in termen van verhaal, in termen van uitleggen waarom. In de EU weten we daar intussen alles van. Natuurlijk is onze toekomst Europees. Maar het zal niet volstaan om dat veel te zeggen of zelfs luid te proberen roepen. We zullen dat moeten uitleggen, we zullen dat moeten verantwoorden. En het heeft beslist contraproductieve effecten. Die les hebben we intussen, neem ik aan, geleerd. Het heeft contraproductieve effecten, elke ongerustheid daarover af te doen als dom, achterlijk of zelfs bang en blank. Te midden van het allesomvattende globaliseringsproces lijken u en ik, lijken alle individuen in het niets te verzinken. De eertijds zo vaak gehoorde slogan uw stem telt, die lijkt hol geworden, maar toch kan ik u zeggen, telt uw stem ook vandaag de dag, nog altijd. Als kiezer en dankzij de veelvuldige communicatiemedia misschien ook nog meer als burger in een breed maatschappelijk debat. Laat ons vooral, dames en heren, bij wijze van conclusie, laat ons vooral niet vergeten dat wij het zijn die de geschiedenis maken. Of om het te zeggen met de woorden van Raymond Aron, les hommes font leur histoire, même s'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Dank u voor uw aandacht. Dames en heren, ik stel u voor om nu naar de uitvoering te luisteren van de Europese hymne door het koperkwartet van de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht. Et puis la Brabançonne sera interprétée par Benjamin Schoos, Patrick Riegel en Jan Houteken. Mag ik u vragen om recht te staan?
Vous pouvez vous rasseoir. De voorzitters van de Kamer en van de Senaat en de eerste minister bezoeken nu samen met de leden van de koninklijke familie de tentoonstelling over Arthur Holleaux. Donc les présidents de la Chambre et du Sénat ainsi que le Premier ministre vont à présent accompagner les membres de la famille royale pour visiter l'exposition sur Arthur Holleaux. Dès que le groupe entourant la famille royale aura quitté l'hémicycle, vous serez dirigés par les huissiers vers les espaces où se donne la réception. Celle-ci a été préparée par l'école hôtelière provinciale Pierre Romeyer de Wavre et par l'école hôtelière Piva d'Anvers. La décoration florale est l'œuvre de l'école des métiers et des arts de la province de Namur. Et vous aurez également l'occasion de passer par l'exposition consacrée à Arthur Holleaux au cours de la réception. Dus zodra het gevolg van de koninklijke familie het halfrond heeft verlaten, zullen kamerbewaarders u begeleiden naar de receptieruimtes. Dit jaar wordt de receptie verzorgd door het Provinciaal Instituut Voedingsbedrijven Antwerpen en door de Provinciale Hotelschool Pierre Romeyer uit Waver. De tuinbouwschool van de provincie Namen heeft voor de bloemversiering gezorgd. En tijdens de receptie kan u ook een kijkje nemen in de tentoonstellingsruimte gewijd aan Arthur Holleaux.